La France accueille la conférence des Nations Unies sur le climat du 30 novembre au 11 décembre. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? Et si les États ne parviennent pas à un accord à Paris, quels sont les risques pour la planète? 10 chiffres pour comprendre. 21. La COP 21, c'est la 21e conférence mondiale sur le climat. Le terme de COP signifie conférence des parties, Conference of the Parties en anglais. C'est-à-dire des signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce texte, signé au sommet de la Terre à Rio en 1992, est le principal traité international destiné à lutter contre le réchauffement climatique. 196. Lors de la COP 21, les 196 parties à la Convention se réunissent, soit 195 pays plus l'Union européenne. Ils devront s'entendre sur un accord contraignant et universel pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce nouvel accord doit remplacer dès 2020 le protocole de Kyoto. En vigueur depuis 2005, cet accord ne concernait que les pays développés, et aujourd'hui, les émissions mondiales de gaz à effet de serre n'ont jamais été si élevées. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un coup de marteau qui sonne la victoire. L'Assemblée plénière exulte. L'instant est historique. Pour la première fois, 195 pays viennent de valider à l'unanimité un accord contre le réchauffement climatique. Un compromis trouvé au terme d'une journée marathon, car jusqu'au dernier moment, rien n'était joué. Jusqu'à 6 heures ce matin, les équipes françaises planchent encore sur la version finale du texte. Non mais le truc c'est que... Communicants, négociateurs, diplomates, des apartés pour peser chaque mot. Chaque formulation fait l'objet d'intenses tractations. À peine le temps de fermer l'œil et déjà les réunions à huis clos reprennent. La nuit a été longue. Courte. 8 heures, Laurent Fabius rencontre des experts climat, puis reçoit à nouveau les délégations russes et chinoises notamment. En coulisses, les tout derniers détails sont finalisés. À la mi-journée, une version finale de l'accord est présentée. François Hollande est là. Devant l'Assemblée plénière, Laurent Fabius évoque un accord historique. Chers amis, le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. L'accord de Paris pourra-t-il changer l'avenir de la planète? Son objectif? Maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle et poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Pas d'objectif chiffré dans le texte, les pays s'engagent à terme à ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la planète peut absorber. Alors pourquoi parle-t-on d'un texte contraignant? Pour le moment, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre promises par les États ne permettent pas d'atteindre l'objectif des 2 degrés. L'accord fixe donc une règle. À partir de 2023, les pays devront revoir leurs engagements à la hausse tous les 5 ans. Autre point, le financement, 100 milliards de dollars par an, soit 90 milliards d'euros, c'est le montant minimum que les pays développés devront verser aux pays pauvres pour s'adapter au réchauffement climatique. 21h30 heure française, Washington, roseraie de la Maison-Blanche. Sourire aux lèvres, sous les applaudissements de ses conseillers et soutiens, Donald Trump défie la planète. Afin de remplir mon devoir solennel, qui est de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis se retireront de l'accord de Paris sur le climat. Il est temps de faire passer Youngstown, Ohio, Détroit, Michigan et Pittsburgh, Pennsylvanie, devant Paris, France. Il est temps que l'Amérique retrouve sa grandeur. Donald Trump tourne le dos au reste du monde au nom des intérêts américains qu'il dit menacés. Après le retrait américain, quelles conséquences sur le climat? Les États-Unis sont aujourd'hui le 2e pollueur mondial derrière la Chine.
D'ici à 2025, ils s'étaient engagés à réduire de 26 à 28% leurs émissions de CO2. Sans cette contribution, respecter l'accord semble quasi impossible. Et vous pourriez également vous demander où est le résultat des négociations climat. Alors on peut aussi se le demander. Vous voyez, ici, vous avez la première année où les pays qui ont signé la Convention climat se réunissent pour commencer à discuter de la manière dont on va la mettre en application, 1995. 1997, on signe le protocole de Kyoto qui dit que les pays dits riches, c'est-à-dire en gros les plus avancés dans l'industrialisation, acceptent de réduire en valeur absolue les émissions qui ont lieu chez eux. Vous voyez l'effet que ça donne. 2009, il y a eu la réunion de Copenhague qui a été qualifiée d'échec par les ONG et qu'en fait ça n'était ni plus ni moins un échec que les précédentes étaient un succès ou que Paris a été un succès. Ce que vous voyez pour le moment, c'est que l'évolution de la quantité de CO2 dans l'air est totalement indifférente à ce qui peut se raconter dans les COP. Et en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est que ces négociations annuelles prennent place dans un cadre qui est un cadre onusien. Et les cadres onusiens sont des cadres unanimes. Dit autrement, il faut que la totalité des pays soient d'accord pour qu'on signe l'accord qui prend place à la fin des négociations. Dit autrement, dans ce genre d'endroit, vous ne faites qu'entériner ce que les gens sont déjà prêts à faire. Rien de plus. Et c'est très exactement ce qui se passe dans ce cadre onusien. Donc, ce n'est pas de là que viendra la solution.